Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Roche, je suis enseignant-chercheur à l'École centrale de Nantes. Et ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats du projet Foundation concernant la partie commande numérique. Donc, je vais vous donner quelques exemples de développement qu'on a fait. Donc, ça va peut-être être très technique à certains moments. Par rapport au planning, vous verrez que là, on va partir de choses très techniques. Et puis, mon collègue tout à l'heure, qui nous parlera plutôt de la big picture, c'est-à-dire de la vue d'ensemble du projet. L'idée est de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire les choses de manière avancée en commande numérique, et puis qui sont pas forcément implémentables dans 5 ou 10 ans, mais qui sont effectives aujourd'hui. Donc le cas d'étude que je vais suivre pendant la présentation, c'est tout simplement la production d'une nouvelle pièce pour un industriel de l'aéronautique qui doit, donc il y a une modification de son design, un nouvel avion à réaliser, il y a une nouvelle pièce fabriquée, elle doit être conçue, fabriquée, assemblée. Concrètement, comment est-ce qu'il doit faire pour la fabriquer. Donc pour ça, si on regarde l'approche actuelle qu'on a sur nos commandes numériques, donc nos chaînes CAO, FAO, commandes numériques, on a une information qui part, une fois qu'on a dessiné la pièce, qu'on a généré des trajectoires, qu'on a mis de l'intelligence, on a une information qui va ensuite être post-processée à l'aide d'un post-processeur qui va être transformé ensuite en code G, donc on va dire un standard qui était normalisé il y a 30 ans et puis qui a sur une philosophie des années 60, donc qui est quand même très loin de ce qu'on sait faire aujourd'hui en termes de standards, en termes de gestion de données informatiques. Et puis ensuite, on va donner des trajectoires à la machine et puis elle va se débrouiller pour fabriquer la pièce. Le problème, c'est que le fait d'avoir cette barrière au niveau du post-processing, cette séparation de la machine et de la partie CFAO, ça entraîne un certain nombre de limitations. Par exemple, si on veut être flexible, on veut modifier la forme de la pièce, par exemple, on veut modifier un paramètre, eh bien, on est obligé toujours de revenir jusqu'à notre suite CFAO pour faire ces modifications. On ne peut pas faire ça pied de machine si on se rend compte d'un problème, par exemple. Donc ça, c'est relativement embêtant lorsqu'on est sur on va dire une mise en production d'un nouveau produit, dans le cas de l'ingénierie du courant, par exemple. Dans le cas de l'adaptivité aussi, on est assez limité, puisque imaginez que vous travaillez sur une machine A, celle-ci tombe en panne, ou elle est occupée par autre chose, vous avez un souci au niveau de la production, vous devez passer sur une machine D. Même si c'est, on va dire, si elle a le même contrôleur numérique, si elle a le même nombre d'axes que la première, ça devient souvent très compliqué de passer d'un programme à l'autre, de passer le programme d'une machine à l'autre, et donc on est obligé de recommencer à chaque fois à la partie CRO. Et donc replanifier une production, c'est quelque chose on peut vite s'arracher les cheveux lorsqu'on a des aléas à gérer. De la même manière, quand on parle de productivité ou d'autres exemples d'adaptivité, imaginez que, et vous le savez tous si vous travaillez en fabrication, qu'il se passe des choses durant le process qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas simulé, qu'on n'a pas anticipé, et il faut pouvoir en tenir compte. Aujourd'hui, avec l'approche traditionnelle, on va dire CFA-OCN, c'est assez compliqué, dans la mesure où on a très peu de sources de données pour analyser le processus online et offline, surtout le faire remonter. Et puis si on veut documenter les choses, c'est-à-dire je reste dans le domaine de l'aéronautique, on veut savoir quelles ont été les conditions opératoires sur une certaine pièce, comment est-ce que ça a fonctionné, est-ce qu'il y a eu un problème, s'il y a eu un problème, comment il a été résolu. Tous les aspects de documentation et de traçabilité sont quand même, le contexte pas du tout propice à ça. Un autre exemple en termes de limitation, par exemple en termes de productivité, lorsque vous voulez mettre en production une nouvelle pièce, les simulateurs que proposent quasiment tous les logiciels CFAO sont basés sur des machines parfaites, avec des accélérations parfaites, des vitesses parfaites, et des modèles parfaits de machines, clairement. Ce qui fait que, si on prend l'exemple ici de la pièce un peu avec une trajectoire un peu compliquée à suivre, qui est en bas à gauche, eh bien, par rapport à la vitesse programmée en vert, on voit que la vitesse réelle de la machine est très différente. Parce que pour garder la précision, elle propose elle ralentit dans les angles, elle ralentit dans les virages pour des aspects cinématiques, des aspects dynamiques. Et ça, on n'en tient pas compte, ce qui fait que les temps prévus, les temps simulés, ne vont pas être réalistes. Et donc, comment prévoir une production correctement, comment prévoir les choses, on est un petit peu embêté. De même que, en termes de simulation hors ligne, venir voir quel est l'aspect de la pièce réelle, quand on est sur des modélisations parfaites du processus,
eh bien, on ne peut pas anticiper tous les défauts, on est obligé de faire une première pièce avant de corriger et sans savoir trop dans quelle direction aller. Donc pour ça, on a essayé de répondre un peu à tous ces problèmes dans le cadre du projet Foundation, donc un des projets FP7 dans lequel on a intervenu avec d'autres partenaires, en partant du cas d'étude de la pièce aéronautique, et l'idée était de faire que soit le donneur d'ordre Airbus ou alors le sous-traitant qui peut être une PME, tout à fait une PME, et bien comment celui-ci peut avoir sa flexibilité, son adaptivité, sa productivité, tout en restant dans un contexte quand même de production de l'industrie aéronautique. On n'est pas en train de faire la pièce unitaire, mais on a besoin on a besoin de ces caractéristiques-là. Et donc les deux, on va dire, produits ou modules qui ont été développés et qui ont abouti sont d'une part ce qu'on appelle un Smart Machine Controller, donc en fait un directeur de commande numérique nouvelle génération qui lui va permettre de passer d'une machine à l'autre de manière assez simple. Il va s'intégrer complètement dans la chaîne numérique, donc on va pouvoir faire des modifications de pieds de machine qui vont être remontées jusqu'au bureau des méthodes, voire au bureau d'études par exemple. Donc vraiment on va augmenter l'intelligence de la machine pour optimiser les notions de flexibilité, de productivité, d'adaptivité. Associé à ce contrôleur intelligent, on a un optimiseur de production, donc le Smart Manufacturing Optimizer. L'idée est de pouvoir paramétrer, de pouvoir contrôler, prévoir le maximum de choses hors ligne. Donc tout d'abord par de la simulation, c'est-à-dire venir en amont choisir des paramètres et être sûr de leur fenêtre, ces choses-là, mais en plus de cela, durant le processus, avoir durant le déroulement du procédé, avoir des outils intégrés de surveillance d'usinage, par exemple, ou de surveillance du procédé au sens large, pour pouvoir s'adapter aux conditions opératoires qui changent. Donc, ce que je vais vous présenter dans le cadre de ces deux produits, on va avoir trois aspects. Tout d'abord, l'utilisation d'une programmation au haut niveau. Dans un deuxième temps, le développement de simulateurs basés sur les modèles réels de la machine. Dans un troisième temps, la partie surveillance d'usinage. Donc pour la partie approche de programmation au niveau, donc pour cela on a utilisé un standard StepNC, j'en dirai quelques mots. Mais l'idée globalement est de donner à la machine de travailler par entité, de travailler par objet, plutôt que de travailler simplement par trajectoire explicite. C'est-à-dire qu'on a développé une interface, donc un logiciel qui permet donc, à partir du modèle CAO de la pièce, de venir déterminer les entités de fabrication, de venir y associer des trajectoires, de y associer des stratégies de monitoring, effectivement. Et l'intérêt, c'est que cet outil, il fonctionne sur un PC, on va dire offline, au bureau des méthodes, mais il va être exactement le même sur la commande numérique. Ce qui fait que lorsque vous êtes pied de machine, si vous avez une modification à faire, ou si vous avez une trajectoire, par exemple, à optimiser, on peut le faire dans le même environnement, et étant donné qu'on est cohérent, qu'on est sur les mêmes objets, on va pouvoir faire remonter tout ça au niveau du bureau des méthodes. Pour ça, on a utilisé le standard StepNC, donc je passe quelques mots dessus, je pense que mon collègue en dira un peu plus tout à l'heure. L'idée, en fait, de StepNC, c'est d'aller contre la séparation entre les aspects CFAO et les aspects CN. C'est vraiment d'avoir quelque chose d'unifié. On va pouvoir oublier les différentes activités, CAO, FAO, process planning. Des directeurs de commande numérique vont travailler sur les mêmes objets, vont travailler sur les mêmes choses, et puis du coup, vont pouvoir échanger les informations de manière bidirectionnelle entre eux. On n'a pas de perte de données, c'est-à-dire que l'information qu'on a au niveau de machine, c'est exactement la même information que celle qu'on a au bureau des méthodes, au niveau des aspects CAO et FAO. Donc on va pouvoir la comprendre, on va pouvoir, si on la modifie ou si on a besoin d'apporter des modifications, on va pouvoir avoir son impact directement sur la pièce. Et le principe de ça est qu'on va laisser à la machine le soin de générer les trajectoires du process explicite. Quand je dis trajectoire du process, c'est-à-dire que vous faites de l'usinage, vous êtes un déplacé votre outil dans l'espace de travail. Vous faites de la fabrication additive, par exemple, c'est le même type de principe. Vous avez des trajectoires à générer.
Et vous avez le procédé d'électro-érosion par exemple, on a le même type d'approche. Donc l'idée c'est d'être générique, de définir pour chaque pièce, on va la définir en une liste d'entités de fabrication, que ce soit pour leur procédé donné, par exemple pour l'usinage ça va être des poches, des perçages, des alisages, des champions, des congés, des plans, des choses que l'on connaît, et à chaque entité de fabrication, on va associer un procédé étant par exemple l'usinage d'ébauche par une stratégie aller-retour. Et la description de l'amplifié TPNC va s'arrêter là. C'est-à-dire que ensuite la génération explicite de la trajectoire, c'est-à-dire comment est-ce que je fais ma trajectoire, comment je déplace mon outil, ça va être géré par la commande numérique elle-même au niveau de la machine, ce qui fait que on va pouvoir avoir certains avantages dont je vous parlais, c'est-à-dire que c'est la machine intelligente qui, elle, va générer sa trajectoire en fonction des contraintes de process planning et de procédés donnés dans le fichier STFNC. Donc, comme je disais, la première opération à faire lorsqu'on récupère une géométrie est de générer pas à pas les opérations des opérations. Pour ça, on a développé une interface qui permet progressivement de venir générer des entités, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la CAO, on reconnaît une poche, la poche est associée à un working step, un machine working step en anglais, donc en français à une étape de fabrication. On associe une intelligence procédé, une trajectoire, un diamètre d'outil, ainsi de suite, et ceci sur la même interface qu'on soit hors ligne ou qu'on soit pied de machine. Ça permet par un certain nombre d'avantages. Par exemple, si votre donneur d'ordre arrive avec une modification de la pièce en cours de process, en cours de production, ben vous avez simplement à modifier le working step associé à cette entité-là. Par exemple, vous devez rajouter un trou, ben vous rajoutez dans le process, il n'y a rien à modifier. Ça peut être fait très rapidement. Et dans les démonstrations qu'on a pu faire, ça se fait en une poignée de minutes. On passe une pièce avec, on va dire, avec un trou, une pièce avec deux trous. Pour ça, ça se fait de manière vraiment rapide. Ce qu'on peut faire également, c'est que dans le cadre de l'adaptivité ou de l'adaptabilité en cas de problème sur une machine, c'est qu'on va pouvoir s'adapter à l'état de la machine, puisque c'est elle qui va définir cette trajectoire explicite en fonction de ce qu'elle a, de ce qu'elle connaît d'elle-même, de ce qu'elle a comme outil en magasin, de ce qu'elle connaît comme caractéristiques cinématiques. Imaginez vous passez d'une machine rouge à une machine jaune, elles ont équipé toutes les deux du même directeur de commande numérique intelligent. Il se trouve que l'outil Diamet-Tools que vous utilisez pour la première opération n'est pas disponible sur la deuxième machine. Celle-ci le connaît, et lorsqu'elle va venir régénérer sa trajectoire elle-même, tout simplement à l'aide des mêmes données de fabrication, savoir quel type de trajectoire j'utilise et quelle entité je fabrique. De la même manière, si on a la machine, on va dire la machine rouge étant très dynamique, étant très rapide, la machine jaune étant moins, elle peut proposer des changements stratégiques en disant, vous savez, moi, vous proposez de faire du zigzag, moi je pense que si en contour parallèle, j'arriverai à des résultats en termes de temps de fabrication qui seraient beaucoup mieux. Et donc l'utilisateur, il va, à l'aide de ces informations-là, il va pouvoir pied de machine, modifier ces stratégies-là, et les répercuter tout au long de la chaîne numérique. L'objectif, pour que ce soit clair, n'est pas de venir faire quelque chose de tout automatisé, où on appuie sur le bouton à partir d'un modèle CAO, tout se passe dans le meilleur des mondes et il n'y a pas de souci. L'objectif est vraiment de donner un maximum d'intelligence à la machine pour qu'elle puisse communiquer avec l'utilisateur et lui permettre de faire des choix en toute connaissance de cause. Ce qu'on peut également faire, c'est-à-dire, vu qu'on a je parlais de STFNC qui est généré, quel que soit le procédé, eh bien on a développé aussi une interface sur notre machine de fabrication additive. Eh bien on peut décider, par exemple, que certaines entités sont organisées par la même matière. Donc dans le même environnement, avec la même flexibilité, on peut par exemple réaliser l'ébauche de la pièce, non pas par usinage, mais par projection de poudre, et ensuite venir la finir sur une autre machine par un élément de matière. Donc tout ceci, c'est des choses qui se font assez rapidement et sans, on va dire, sans avoir à repasser par une étape de simulation, parce qu'il y a une étape de FAO, une étape de remonter au bureau des méthodes. Ces choses peuvent se faire pied de machine si le besoin se ressent. Donc ceci grâce à l'utilisation d'un standard de haut niveau comme STFNC. Pour ce qui est de la simulation, eh bien, on a essayé d'être le plus concret possible, de développer des simulateurs qui
qui soit basé sur des modèles cinématiques réalistes du process, c'est-à-dire qu'une machine utilise effectivement un certain nombre d'axes, ces axes sont dynamiques, déjà pour mes point de vue, ils ont une géométrie, ils consomment de l'énergie, ils ont des caractéristiques cinématiques en termes de jerk, en termes d'accélération, en termes de vitesse. Et le fait d'identifier ces propriétés cinématiques-là, soit en venant interroger la commande numérique, parce qu'elle connaît un certain nombre d'informations, soit en faisant des petits tests simples permettant de venir capturer des propriétés cinématiques clés de la machine, nous ont permis de développer des simulateurs de vitesse réelle et qui soient, on va dire, qui soient réalistes dans le sens où les données de simulation qu'on va pouvoir sortir vont être conformes à ce qu'on va avoir après sur machine. L'objectif étant d'avoir une prédiction de la vitesse d'avance réelle, on va dire instantanée, c'est-à-dire qu'on sait, on sait quand vont se passer les ralentissements, de quelle nature ils vont être, donc on va pouvoir voir de manière générale quel est le temps de fabrication, mais aussi quelles sont les zones où la machine va ralentir, et donc ce ralentissement pourront avoir un impact sur l'état de surface de la pièce, par exemple, quelles vont être les zones qu'il va falloir regarder de manière plus précise au niveau de l'état de surface. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a développées bien sûr entre différents partenaires et qu'on a choisi d'intégrer par exemple dans une solution FAO où vous avez le modèle numérique, le modèle cinématique de la machine réelle qui a été intégré au calculateur de trajectoire. Et là vous avez par exemple sur une pièce un peu compliquée à réaliser, vous avez la simulation de la trajectoire elle-même, dès la table de FAO, et également en couleur, j'espère que ça se voit assez bien, alors ça va se voir un peu mieux, on va voir selon la couleur la vitesse instantanée simulée. Donc on va pouvoir prédire les ralentissements et voir quelles vont être les zones pour lesquelles il va falloir faire plus attention en termes d'état de surface. Ceci étant vrai quelle que soit la machine, et pour vous, quelle que soit la machine dont on a capturé le modèle bien sûr. Et pour vous donner un ordre d'idée, on arrive par rapport aux machines qu'on a aujourd'hui, que ce soit des anciennes machines qui ont une quinzaine d'années avec des caractéristiques cinématiques associées, et des machines plus récentes de moins de 5 ans, on a, on va dire, une erreur entre le temps simulé et le temps réel qui est inférieur à 5%. Donc c'est quand même assez intéressant. La dernière partie dont je vais vous parler, la surveillance en temps réel du process. Donc, on utilise un standard de niveau, on arrive à simuler en amont ce qui va se passer et choisir donc les paramètres optimaux. Maintenant, durant le process, il peut se passer des choses et il faut pouvoir en tenir compte. Alors la surveillance d'usinage, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, on ne l'a pas inventé bien sûr. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que sans surveillance d'usinage, ça aussi, si vous êtes proche de ce domaine-là, vous savez bien quel est l'intérêt de venir instrumenter une machine. C'est qu'on s'adapte, on ne peut pas s'adapter au changement de conditions opératoires, et aussi on n'a pas de données à faire remonter, la traçabilité, la documentation de process est compliquée. Et la plupart des outils existants sur le marché font que la surveillance est, on va dire, isolée entre la partie process planning et la partie management. On a des choses qui restent dans l'atelier et qu'on optimise dans l'atelier. L'objectif est, en utilisant le Smart Machine Controller associé au Smart Machine Optimizer, de venir intégrer complètement, de venir créer des liens entre surveillance et process planning et management. Par exemple, en venant dès l'étape de process planning, donner des paramètres, des stratégies de surveillance de process, selon que l'on soit en ébauche ou en finition, selon qu'on soit sur une pièce, des contraintes fortes sur la qualité de l'identité. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'est d'avoir dès le process planning, avoir des contraintes, on va dire piloter des stratégies de surveillance qui vont donc piloter les outils et les instruments sur la machine. Par exemple, on va pouvoir avoir des stratégies globales en termes de gestion de collision, par exemple, en termes d'usure d'outils, en termes de gestion de ces choses-là. Toutes ces choses-là sont intégrées dans le fichier StepNC à l'aide de codes qui vont porter depuis la FAO jusque vers la machine et qui vont en fait venir piloter la manière dont va travailler la carte d'acquisition, par exemple. Là, vous avez un exemple qui n'a rien, on va dire, en lui, rien de neuf dans le sens où on vient surveiller une usure d'outils. On voit que le couple broche diffère en fonction
de l'usure d'outils. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que automatiquement, une fois que les choses vont, une fois que l'usure est détectée, il va y avoir un retour qui va être fait vers la commande numérique et du coup vers toute l'interface CFA-OCM que l'on a développée pour indiquer attention, sur cette pièce-là, j'ai de l'usure, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Et ensuite l'opérateur ou l'utilisateur pourra venir choisir ça, venir faire les choix aussi. Pour ça, on a développé aussi un qu'on appelle un MIP, un Manufacturing Information Pipeline, pour augmenter le transfert d'informations et fournir des synthèses et des rapports automatiques de données de monitoring. L'idée, effectivement, c'est de... On a programmé la stratégie depuis le process planning, depuis le fichier CPNC, et donc en fonction de cette stratégie-là, en fonction de ce qui se passe sur la machine, on va donc journaliser les informations et éventuellement faire des remontées jusqu'au management, ce qui fait qu'on a des données ateliers qui vont être analysables et synthétisées jusqu'au management, ce qui fait qu'au final, on aura un process en boucle fermé où à n'importe quel instant, on saura l'état des machines avec un degré de raffinement selon l'utilisateur. Est-ce que le manager de l'usine il a besoin de savoir qu'il y a un bris sur une machine? Oui, non, peut-être qu'il a juste besoin de savoir que la production se passe bien sur certaines de ces machines et moins bien sur d'autres. On va pouvoir prévoir les choses comme les temps de remise en production, ainsi de suite. Et ce qui est important, c'est que toutes ces données étant cohérentes entre elles, elles vont pouvoir interagir et on va pouvoir travailler dans un cloud, par exemple, comme beaucoup d'autres domaines, on va dire que ce soit de l'ingénierie de fabrication, que ce soit plutôt en conception ou en FAO. Là, on arrive sur l'usine du futur qui devient quelque chose de concret. Pour finir sur ce sujet-là, donc là vous avez eu que des mots, vous avez eu que une présentation. Il faut savoir que toutes les choses que je vous ai montrées là ont été démontrées sur des machines industrielles dans le cadre de notre laboratoire. Donc, sur la Chine, on a pu montrer comment est-ce qu'on montait rapidement en production sur un nouvel appel d'offres émis par le donneur d'ordre, comment est-ce qu'on pouvait s'adapter en quelques minutes, ça c'est des démos qu'on a fait en réel, à un changement de design. Par exemple, une pièce change rapidement pied de machine, on peut 15 minutes plus tard réaliser des pièces qui vont être conformes au nouveau design. Et également répondre à une autre question, un autre cas d'usage, c'est quand une série de pièces arrive quelques mois après, vous ayez changé votre production. Comment remettre en œuvre faire une montée comment remettre la production en route? Peut-être que la machine que vous utilisiez avant n'est plus utilisée, du coup il faut changer de machine pour faire le lot de pièces demandé par le donneur d'ordre. Donc ces choses-là aussi ont été démontrées. Ce qui fait qu'au final, on a développé une nouvelle génération de directeurs de commande numérique qui est effective et qui marche tant sur sur les commandes numériques actuelles. Donc il n'y a pas besoin, on s'adapte par exemple à une Siemens 840D, il n'y a pas besoin de changer complètement son interface CM pour venir profiter des développements. On travaille en boucle fermée. On est sur des démonstrateurs d'achat industriels, c'est des machines et des logiciels qui sont industrialisables, qui sont utilisables, et surtout c'est prêt à l'usage, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de, on va dire, je ne vais pas vous donner, j'ai pas en tête le TRL associé, mais c'est quelque chose qui demain, après-demain, peut être mis en œuvre de manière industrielle. Je vous remercie pour votre attention. Si on a le temps pour des questions, je serai ravi d'y répondre.